déjà bonjour à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont en train d'arriver. Merci d'être là pour cette deuxième session des webinaires sur le recyclage chimique. La première session est déjà en ligne, en replay sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez la revoir ou si vous ne l'avez pas vue. Pour cette deuxième partie, on va traiter les technologies de recyclage chimique du coton et des fibres en mélange. Et encore une fois, c'est Arnaud Parenti, qui est membre de notre comité scientifique, et docteur en chimie, qui va nous faire la présentation. Donc, Arnaud, je t'invite à démarrer la présentation pour que l'on ne perde pas trop de temps. Et ensuite, on enchaînera comme la dernière fois par un temps d'échange et de questions. Et pour rappel, on vous enverra à l'issue des deux webinaires un récapitulatif des questions avec les réponses pour toutes celles qu'on n'aura pas le temps de traiter. Ok. Arnaud, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette seconde partie. Comme on a eu une première partie, je ne vais pas faire forcément beaucoup de rappels sur la première partie, et notamment sur la définition du recyclage chimique, la dissolution. Je vais essayer d'aller vite sur les autres sujets pour pouvoir passer vite sur le sujet qui nous intéresse. Donc, pour rappel, la dernière fois, on s'est intéressé au recyclage des fibres synthétiques pures, donc polyester, polyamide, polyuréthane, non pas polyuréthane, on n'en avait pas parlé, mais on va en parler aujourd'hui, acrylique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux fibres naturelles et en particulier au coton. Et puis après, on verra un petit peu les mélanges. Alors, quand je parle de coton, je parle de fibres cellulosiques et vous verrez que c'est lié également aux fibres artificielles qu'on appelle la viscose, le modal, le lyocell et toutes ces fibres artificielles. Alors, pour rappel, en fait, en général, quand on parle de fibres naturelles, on parle en fait de fibres qui ont une structure chimique complexe. Vous voyez à gauche la laine qui est composée en fait, qui est un système en fait protéique, mais composé, organisé avec un certain nombre de sous-ensembles. De la même façon, le coton, vous voyez, ok, oui, c'est de la cellulose, mais il n'y a pas que de la cellulose. Vous voyez, il y a de l'hémicellulose, il y a un peu de protéines, il y a un peu de cire, il y a différentes substances. Et vous voyez que la fibre, en fait, elle est un peu organisée avec des tubes à l'intérieur les uns des autres. Et ça va avoir un impact, notamment au moment du recyclage, parce que très souvent, quand on va recycler du coton, en fait, et en particulier dans les technologies un peu chimiques, on va perdre cette structure, donc on n'aura plus du coton, on aura une fibre cellulosique un peu différente en termes de structure. Donc maintenant, on va aller voir sur le coton, justement, donc les fibres cellulosiques, un peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, comme précédemment, en fait, dans le coton, vous avez vu, c'est de la cellulose essentiellement qui compose le coton. Et donc, on va pouvoir travailler, encore une fois, dans les deux voies qu'on a présentées précédemment, c'est-à-dire soit la solvolyse, soit la dissolution. Dans la solvolyse, on va plutôt faire une hydrolyse. Et comme le coton, c'est essentiellement un polymère à base de cellulose, on va obtenir à la fin du glucose. Et puis, à l'inverse, si on travaille en dissolution, vous vous rappelez, la dissolution n'a pas d'impact théoriquement sur la structure chimique. Ce n'est pas tout à fait vrai ici, puisqu'on part de coton, donc on avait une structure chimique un peu particulière. Et l'objectif, en fait, c'est d'isoler et de récupérer la cellulose sous forme d'une pâte, sous forme d'un polymère. Alors, si on veut dissoudre la cellulose, une des difficultés, c'est qu'il faut trouver un bon solvant de la cellulose. Et ça, ce n'est pas une affaire simple. Et beaucoup s'y sont employés depuis très longtemps. Il faut un solvant qui soit non toxique, peu coûteux, relativement à faible impact environnemental, qui ne dégrade pas trop la cellulose, qui permet d'avoir une concentration élevée en cellulose, en peu d'étapes, pas facile, qu'on puisse récupérer et recycler ce solvant, parce que sinon, ça va coûter très vite. On doit travailler à température modérée, et puis qu'on puisse, à partir de ça, une fois que la cellulose est dans le solvant, qu'on puisse récupérer cette cellulose ou cette pâte de cellulose. Alors, il y a plein de techniques un peu existantes, en fait, qui existent depuis longtemps, finalement, pour faire, de récupérer de la cellulose à partir de bois, à partir de plein de choses.
On a grosso modo deux techniques, soit la technique de dissolution directe, en fait, où on va utiliser différents agents chimiques pour dissoudre la cellulose. On peut travailler en milieu acide, on peut travailler avec des sels métalliques, on peut travailler avec des bases et on peut travailler avec des solvants. Et en fait, ça ressemble à tous les procédés qui sont déjà utilisés depuis très longtemps pour faire des fibres artificielles de type cupro, viscose, lyocell ou même ioncell maintenant. Donc, vous voyez, par exemple, en général, la dissolution en milieu acide, ce n'est pas ce qu'on préfère. Pourquoi? Parce que ça tend à dégrader la cellulose. On perd la structure de la cellulose. Par contre, avec des sels métalliques, on entre dans le procédé de type cupro. Avec des bases plutôt fortes de la soude ou de l'hydroxyde de lithium, en fait, ça ressemble à la première étape d'un procédé viscose. Et puis, les nouveaux solvants, ce sont des nouveaux solvants relativement peu toxiques et pas trop chers, qui sont l'N-méthylmorpholinoxyde, qui est le solvant du procédé lyocell, ou alors des nouveaux solvants de type liquide ionique, et là, on tombe sur les procédés ioncell. On peut passer aussi, pour dissoudre plus facilement, on peut passer par des procédés de type dérivatisation, c'est-à-dire qu'on va faire une réaction chimique de la cellulose, on va greffer en fait sur la cellulose des groupements fonctionnels qui vont permettre en fait de dissoudre, de rendre plus soluble la cellulose dans les solvants et donc de faciliter en fait la dissolution. Et donc c'est ce qu'on appelle la xanthation dans le procédé viscose. On peut faire des acétates de cellulose. Pour le coup, là, on ne récupérera pas la cellulose, on récupérera un acétate de cellulose. On peut faire du nitrate de cellulose. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Ce qui est important, c'est que ces procédés peuvent entraîner la transformation de la cellulose. Donc, c'est plus forcément, on ne pourra pas forcément refaire des fibres. Alors que dans les premières étapes, en fait, on pourra refaire des fibres cellulosiques artificielles, donc de la viscose, donc du lyocell et donc de l'ioncell. Alors, quelle différence finalement il y a entre le coton, la viscose et le lyocell? Tout simplement, la première chose, c'est que la cellulose, en fait, c'est un collier de perles qui est très long. Premier élément. Alors que dans les fibres artificielles, souvent, le collier de perles, il est beaucoup plus court. Vous voyez, ici, on est entre 7500 et 10 000 perles. Ici, on est plutôt sur 500 perles. Et là, on est plutôt sur la viscose sur 200 à 500 perles. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la cristallinité, c'est-à-dire la formation de cristaux. Et vous voyez que la cristallinité n'est pas la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a une implication en fait sur les propriétés mécaniques de la fibre. Et enfin, le type de cristaux n'est pas le même en plus. La microstructure n'est pas la même. Et ça a des implications sur les propriétés mécaniques, notamment sur la ténacité des fibres. Et également, ça a un impact sur l'efficacité des procédés quand on va recycler du coton ou de la viscose. Alors, je vous ai mis quelques éléments, je vais passer là-dessus parce que j'ai beaucoup de diapos, mais si vous êtes intéressé, vous avez ici les différentes propriétés mécaniques des fibres régénérées selon les types de systèmes de régénération, viscose, modal, lyocell et ainsi de suite. Si on ne dissout pas, on peut travailler plutôt en dépolymérisation, et là, en fait, on va obtenir du glucose. On peut travailler, comme on l'avait vu sur le PET, on peut travailler en voie chimique, purement chimique. Il suffit d'avoir une solution aqueuse ou des solutions aqueuses d'acides minéraux et on va dépolymériser la cellulose. Ou on peut travailler par voie enzymatique, donc utiliser des enzymes qu'on trouve dans la nature et qui vont soit attaquer directement la cellulose, soit on va faire un pré-traitement de la cellulose, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, en travaillant en dissolution, en utilisant un peu de solution acide ou basique. Et ça permet en fait d'attaquer plus facilement et ça permet à l'enzyme d'obtenir la cellulose. Et une fois qu'on a du glucose, pour le coup, on peut faire plein de choses, parce que le glucose, on peut l'utiliser c'est ce qu'on appelle une molécule plateforme, c'est-à-dire à partir de ce type de molécule, on peut faire énormément de chimie dessus, de chimie enzymatique en particulier, et on peut refaire plein de plastiques. Donc, comment ça se passe en fait quand on veut faire de la dégradation notamment enzymatique?
on va utiliser ce qu'on appelle des cellulases, qui sont des enzymes dédiées à la cellulose, qui ciblent la cellulose, qui sont disponibles industriellement, en fait, on va utiliser des cocktails d'enzymes parce qu'elles interviennent de manière synergique et la particularité, c'est qu'elles peuvent opérer en conditions relativement douces et comme ce sont des enzymes, ce sont souvent des enzymes assez sélectives. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces enzymes, elles vont être beaucoup plus efficaces sur certains types de fibres, par exemple typiquement sur la viscose, plus rapide parce que le collier de perles est plus petit, il est plus accessible, alors qu'à l'inverse, le coton, la structure chimique, elle est plus complexe, et donc pour l'enzyme, atteindre en fait la structure de cellulose qui est à l'intérieur de la fibre est plus complexe et donc plus difficile. Et donc finalement, ça nous donne aussi une certaine forme de sélectivité si on veut séparer ou recycler de la viscose ou plutôt le coton. Ben oui, on peut dégrader la viscose sélectivement et récupérer le coton. Donc ça peut être intéressant quand on a des mélanges un peu complexes, d'autant que en général, hein, la viscose, c'est une forme un petit peu plus dégradée, puisqu'on a dit plus courte et moins bien protégée que le coton. Alors, je vous ai mis ici hein, quelques idées de tout ce qu'on peut faire avec le glucose. Hein. On peut faire de l'éthanol pour faire de l'acide acétique, pour faire de l'éthylène, pour faire de l'éthylène glycol, pour faire du polyéthylène. On peut faire de l'isosorbide, on peut faire énormément de choses et donc même refaire des polymères qui seraient des polymères de base biosourcée. On peut faire du PE biosourcé par cette voie ou on peut faire du PLA même ici par une voie biosourcée à partir de ce glucose. Donc, ça pourrait être un moyen de refaire des polymères biosourcés à partir de là. Donc, si on fait un petit bilan rapide pour le coton, aujourd'hui, hein, la voie qui semble la plus intéressante et la plus royale pour refaire des textiles, en fait, c'est la technique de dissolution où on récupère une pâte de cellulose. Certes, on perd la structure 3D, on va dire, du coton, c'est-à-dire tout cet assemblage de cellulose, d'hémicellulose, de protéines et tout ça. Mais par contre, on obtient une pâte de cellulose qui peut rentrer dans les procédés de type viscose, lyocell et autres. Évidemment, on peut aussi utiliser de la solvolyse, de l'hydrolyse chimique, mais là, on va obtenir du glucose hein, qu'il va falloir valoriser comme molécule plateforme. C'est peut-être un petit peu moins intéressant, un petit peu moins circulaire que de refaire de la boucle fermée et donc de pouvoir refaire des fibres textiles. Alors, vous avez quelques projets ou applications industrielles. Hein. Essentiellement, en fait, beaucoup, ce sont des fabricants déjà de fibres artificielles, type Lenzing, Asahi Kasei, qui détient le procédé Cupro, Renewcell en Suède, Evernu aux États-Unis, Infinity Fiber. Et vous voyez, en fait, ils prennent quasi tous des déchets à haute teneur en cellulose. Hein. Et en France, on a Indio hein, qui a un procédé qui est en développement justement pour recycler les fibres à haute teneur en cellulose. Donc voilà. Et puis, vous avez dedans hein, quelques-uns qui commencent à mettre des textiles en fin de vie, du coton en fin de vie. Hein, par exemple, les Fibra indiquent clairement dans leur procédé aujourd'hui, ils sont à 30% de coton post-conso ou post-industriel. Voilà. Et les autres vont se développer. Hein. On est pour l'instant plutôt en phase de développement, de montée en puissance. Et ça tient au fait que il faut collecter et il faut trier pour pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, si on regarde côté textile en mélange, on va prendre le mélange le plus classique qu'on retrouve, et ça, je vous renvoie vers les études qui ont été réalisées par Refashion. On va prendre des mélanges plutôt binaires où on va avoir du coton et du polyester, qui est vraiment le mélange le plus classique dans le domaine du textile. Donc, ce mélange polyester-coton, vous avez vu, en fait, globalement, si on a des textiles qui sont très coton, très haute teneur en coton ou à l'inverse, très haute teneur en polyester. Bon, dans le cas du coton à haute teneur,
le polyester, on va le considérer un peu comme une impureté qu'il faudra traiter. Donc, on peut aller directement vers les procédés dont on a déjà parlé, hein, les procédés soit, et d'ailleurs souvent, recyclage mécanique, puisqu'aujourd'hui, on sait faire du coton recyclé en fibre. Alors, j'ai mis une teneur de 90%. Selon les procédés, ça peut être au-delà. Hein, ça dépend toujours des procédés, mais ça vous donne une idée de ce que peut être une haute teneur. Et en un, recyclage mécanique, si on peut, parce que le recyclage mécanique est souvent moins impactant en termes d'environnement que les techniques chimiques. Et en deux, de la dissolution, et notamment tout ce qu'on a vu précédemment. Pour le polyester, on retrouve les technologies dont on avait parlé dans le webinaire 1, c'est-à-dire des technologies chimiques, où je vous ai mis quelques-uns, hein, des acteurs, ou enzymatiques également ici. Et puis aujourd'hui, on pourrait faire de la dissolution, mais il n'y a pas forcément. Et puis, il nous reste tout l'intermédiaire, c'est-à-dire ce qui est en dessous de 90 en polyester, en dessous de 90 en coton. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, il y a une multitude de possibilités, hein, et je vais essayer de vous les résumer ici. Hein, et elles sont non exhaustives, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui développent d'autres stratégies, ou en tout cas, j'ai entendu parler, mais qui ne sont pas encore publiques. Donc là, je vous parle. Donc, vous imaginez bien, si là, on a des mélanges qui contiennent du PET, du coton, enfin voilà, des mélanges un peu à cheval entre les deux. On a le choix, en gros, on peut soit dire on va dissoudre la cellulose et on va maintenir le PET, c'est-à-dire que le PET n'est pas dissous. Dans ce cas-là, d'un côté, on va obtenir une poudre de cellulose, de l'autre, de la fibre polyester. On aura bien séparé les deux. C'est-à-dire, une simple filtration permettra de récupérer la fibre polyester, et puis après, derrière, la poudre de cellulose ce qu'on aura dissous, en fait, on enlève le solvant et on obtient une poudre de cellulose. On peut également, et ça, on l'avait vu précédemment, dans la partie précédente, on peut dégrader, dire, moi, j'attaque la cellulose et je récupère la fibre polyester. Donc, on dégrade la cellulose et on filtre pour récupérer la fibre polyester. On peut après inverser, c'est-à-dire attaquer le polyester et garder la cellulose. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va dégrader le monomère, le PET, pardon, le polyester, en briques de base, hein, selon la technique, hein, ça dépend. Et puis, on va récupérer en fait une base textile de type coton. On peut jouer de la même façon en attaquant par dissolution du PET, tout en maintenant la cellulose. Bon, ça, ce n'est pas une des voies qui est hyper suivie, mais en gros, on obtiendrait quoi? On obtiendrait en solution le polyester et le coton resterait solide. On filtre et on récupère. D'autres acteurs, eux, ils vont jouer sur deux dissolutions successives. Ils vont dissoudre le PET et ensuite, ils vont dissoudre le coton ou inversement. Et là, ils vont obtenir d'un côté une poudre de cellulose ou une pâte de cellulose et de l'autre côté des fibres polyester. Ils vont obtenir du polyester qui a été dissous et qui peuvent refiler derrière. Enfin, on a deux derniers systèmes. On a des systèmes de dégradation successive. Par exemple, on va traiter les fibres en mélange par une enzyme. On va dégrader la cellulose pour produire du glucose. Et ensuite, on va faire une deuxième étape de réaction chimique où on va faire, par exemple, une glycolyse, une méthanolyse ou une hydrolyse pour récupérer le polyester. Pour récupérer, les monomères du polyester. Et puis enfin, on a dans la littérature, notamment dans la littérature scientifique, des systèmes de dégradation concomitante où on va dégrader le polyester en monomère du PET et dégrader la cellulose par thermolyse pour obtenir une huile, une bio-huile, comme ils appellent ça. Donc, pour rappel, hein, dès qu'on va dissoudre le coton, dès qu'on va attaquer un peu le coton, on va quand même perdre la structure du coton et donc on va obtenir plutôt des dérivés de cellulose. Alors, qu'est-ce qui fait ça, hein, un petit peu une petite carto, hein, vous les avez ici. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui ou en tout cas qui
10 travaillaient sur des mélanges, parce que les précédents qui sont en bas, eux, ils avaient plutôt tendance à travailler sur des mélanges très haute teneur. Ben, vous avez les Chinois de Hong Kong, de H-Carita, qui développent, notamment avec H&M, deux systèmes, un système de dissolution de la cellulose et un système de dégradation de la cellulose. Donc, c'est Green Machine et The Brewery. Vous avez Phoenix aussi qui dissout la cellulose et qui maintient le PET. Dans la troisième stratégie, dépolymérisation du PET, maintien de la cellulose, j'en ai trouvé 3, Blocktex, Circ, et puis BCD Group. Mais BCD Group, je ne sais pas trop ce qu'il est de l'état devenu, mais en tout cas, ils avaient publié quelque chose en 2016 ou 2017 de souvenir. Dans la quatrième stratégie, dissolution du PET, maintien de la cellulose, jusqu'à présent, il y avait relativement peu d'acteurs. Il n'y en avait pas. Dissolution du PET, dissolution du coton, la techno aujourd'hui qui est développée, c'est Warnegen. C'est typiquement Warnegen dans ce qu'il fait. Textile Change semble avoir également une technologie un peu similaire. Et puis enfin, on a des projets de dégradation successive, on en a 2. On a un projet qui avait été soutenu par Refashion il y a quelques années, qui s'appelait Multitext, où en fait on dégradait des mélanges progressivement et successivement. Et puis également un projet qui s'appelait Resintex, qui avait pour objectif de dégrader des différents types de fibres. Dégradation concomitante, c'est plutôt des travaux académiques. Alors, bon, là, je fais un point sur les mélanges polyester-coton. Donc, vous avez vu, il y a quand même un petit peu commence à y avoir des choses. Évidemment, ce que je vous ai dit aussi, c'est que des gens qui développent des technologies de type dissolution sélective de la cellulose, finalement, pourraient s'appliquer. Hein, ils ne le font pas aujourd'hui, mais ils pourraient regarder ça de plus près. Et puis, les gens qui font notamment de la dépolymérisation enzymatique du PET pourraient regarder ça. Voire certaines technologies chimiques, hein, un peu plus douces, un peu plus comment dire, un peu plus douces, un peu plus donc voilà, dans des conditions plus douces, pourraient aussi essayer de travailler sur ce système. Si on regarde maintenant d'autres mélanges, comme typiquement des mélanges contenant un ou des polyamides associés avec différentes choses, on a différentes possibilités. Alors ici, ce sont plutôt des travaux académiques que des travaux industriels. Alors aujourd'hui, on a, et c'est souvent fait hein, sur des mélanges modèles, donc ce n'est pas des vrais déchets, c'est plutôt des mélanges modèles, mais on retrouve des technologies qu'on avait vues dans le webinaire précédent, notamment sur le polyamide 6. Et on a vu que, par exemple, il est possible de séparer des mélanges PA6 LEN 50-50 par des technologies de type dissolution sélective du polyamide 6. Dans ce cas-là, on utilise, je l'avais déjà présenté précédemment, des mélanges ternaires CaCl2, donc chlorure de calcium, éthanol et eau à température ambiante. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à dissoudre le polyamide sans dissoudre la laine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne change pas, dans ce cas-là, la structure de la laine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive quand même à dissoudre 97% du polyamide 6,6. Par contre, la difficulté de ce genre de techno-là, c'est qu'une fois que le calcium s'est accroché sur la fibre polyamide 6,6, on a souvent du mal à le décrocher, et donc c'est un petit peu complexe aujourd'hui dans la technique. Et le deuxième élément, c'est le recyclage du solvant. Bon, c'est un solvant qui n'est pas trop cher, c'est de l'éthanol et de l'eau, mais ça pose quand même quelques soucis. C'est pour ça que je vous dis c'est essentiellement académique. On a également eu des travaux, hein, on trouve également dans la littérature des travaux avec le même système sur polyamide 6 coton, toujours par dissolution sélective. Ce que les auteurs disent, c'est que le coton, en utilisant ce type de solvant-là, le coton semble conserver ses propriétés et le polyamide est bien extrait.
Par contre, le problème, et ça c'est souvent un problème avec le coton, c'est que le coton absorbe énormément de solvant. Donc en fait, ça nécessite d'utiliser plus de solvant et donc économiquement, ça peut avoir un coût et également un terme environnemental. Et puis les mêmes problèmes, toujours pareil, hein, élimination du calcium, du PA6,6 et recyclage du solvant qui sont deux éléments fondamentaux. On a aussi eu des travaux concernant le PA6. Là, c'est des travaux d'une université chinoise pour les mélanges PA6 polyester, PA6 coton et PA6 polyuréthane. Alors, ils ne nous disent pas si c'est de l'élastane ou pas de l'élastane, donc c'est un peu difficile de savoir. On est dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire même solvant, sauf que si vous vous rappelez, ce mélange, en fait, à température ambiante permet de dissoudre le PA6,6 et quand on chauffe, permet de dissoudre le PA6, donc le nylon, hein, le polyamide 6. Et là, la particularité, c'est que le PA6 est bien dissous par cette technique-là. Il y a un taux de récupération élevé et également, les auteurs signalent que globalement, il y a peu ou pas de dégradation des autres fibres. Par contre, hein, les difficultés sont toujours les mêmes par rapport à la précédente. Hein. C'est l'étude de Tung Pham à l'université d'Innsbruck qui travaillait sur le PA6. Et là, en fait, ça reste éliminer le chlorure de calcium et recycler le solvant, qui sont les facteurs limitants, on va dire, aujourd'hui dans cette technologie. Alors, on peut aussi travailler, ça je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois, je vous avais dit, on peut aussi travailler en séparation polyamide 6, polyamide 6,6. C'est un cas plus complexe que le cas précédent. Pourquoi? Parce quand on était dans ce cas-là, PA6, c'est un polyamide, on sépare un polyester. Bon, globalement, c'est deux types de structures chimiques différentes. Donc, on doit pouvoir y arriver. Maintenant, si on s'attaque au polyamide 6 et au polyamide 6,6, le problème, ici, c'est qu'on a deux polyamides différents. Donc, même structure chimique, donc ça devient un peu plus difficile. Alors, certains s'étaient dit, bon, on va séparer simplement par dépolymérisation, notamment, hein, c'était les travaux de Dupont qui avait inventé les polyamides, et ils se sont dit, si on dégrade tout, après on séparera. Oui, c'est vrai, sauf que ça veut dire qu'on a 3 monomères à séparer et que ça demande beaucoup de purification, et ça, ce n'est pas toujours évident à réaliser, et puis ça demande des volumes, enfin des systèmes assez complexes. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut travailler, et je l'avais déjà dit, hein, on peut travailler par dissolution et par dissolution sélective, c'est-à-dire essayer d'en dissoudre un et pas l'autre, et si on arrive à travailler intelligemment, on peut séparer le mélange des deux. Donc on peut faire dissolution des polymères, dissolution des deux polymères et précipitation contrôlée, ou dissolution sélective d'un seul polymère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, hein, en haut, ici dans les travaux de Dupont qu'on voit ici, on va dissoudre le polymère dans de l'acide acétique et il se trouve que dans ces conditions-là, le PA6,6 ne se dissout pas. Donc en fait, on met de l'acide acétique chaud sur le mélange PA6, PA6,6, le PA6 est dissous, on filtre et on récupère le PA6,6 qui n'était pas soluble, et puis dans le mélange d'acide acétique, on a le PA6. On a une autre méthode, c'est on dissout les deux, et puis après on refroidit tout doucement, et il y en a un qui va précipiter et pas l'autre. Donc un qui va redevenir solide, c'est-à-dire on met un solvant chaud sur le mélange, les deux polymères sont dissous, et après quand on baisse la température progressivement, qu'est-ce qui se passe? Le PA6,6 va d'abord redevenir solide, on le filtre, et après on continue à baisser la température, et le PA6 va enfin, j'allais dire cristalliser, précipiter, donc redevenir solide.
Et puis, le deuxième, hein, la deuxième, c'est les travaux de Papaspirides à l'université d'Athènes, hein, qui, là, lui, fait une dissolution dans un solvant qui s'appelle le DMSO. Bon, pas top comme solvant, à température élevée. Dans ce cas-là, le PA6 reste, passe en solution. Le PA6 reste insoluble. Et puis, une fois qu'on a réussi à récupérer le PA6 insoluble par filtration, on peut récupérer le polyamide 6 par ajout d'un autre solvant qui s'appelle la méthyléthylcétone. Bon, vous voyez, ça utilise quand même beaucoup de solvants. Et dès qu'on utilise des solvants, un, c'est coûteux, ça pose des questions de régénération. Et deux, il faut trouver des solvants qui soient non toxiques, non impactants, enfin, ou à faible impact environnemental. Et il faut gérer les fuites. Donc, il y a encore, pour vous dire, il y a encore un gros travail d'industrialisation si on veut travailler là-dessus. Mais une des conditions sine qua non pour ce genre de choses, c'est quoi? C'est essentiellement d'avoir des flux qui contiennent d'un mélange PA6, PA6,6. Si on a d'autres fibres à l'intérieur, d'autres polymères à l'intérieur, bah, ça va poser des nouveaux problèmes. Et donc, ce n'est pas forcément utilisable en tant que tel. Donc, il y a un gros travail de classification de fibres qui est essentiel dans toutes ces technologies dont on a besoin. Enfin, et pour terminer, on a tout ce qui touche au mélange contenant de l'élastane. Vous savez que l'élastane, c'est présent en relativement faible quantité, hein, ça peut aller jusqu'à 20% en général, mais pas beaucoup plus. Alors là, on a différentes stratégies qui sont mises au point et qui commencent à apparaître, là pour le coup, commencent à apparaître industriellement. Et je vais vous parler de mélange ici, plutôt de mélange binaire, fibres synthétiques par exemple, élastane. Et on a différentes stratégies quand on veut s'affranchir de l'élastane. La première, c'est de se dire, ben, je vais dissoudre sélectivement l'élastane et je récupérerai un flux qui sera débarrassé de l'élastane. Donc, l'objectif là, c'est de solubiliser l'élastane sans dissoudre et dégrader les autres fibres. La deuxième stratégie, ça peut être de dégrader sélectivement l'élastane. Et la troisième stratégie, ça peut être de conserver l'élastane intact et de dégrader l'autre fibre, par exemple le polyester. Et ça peut être par une réaction chimique ou enzymatique, une dépolymérisation. Alors, j'essaye de vous montrer ça. On a des travaux académiques qui ont été menés il n'y a pas très, très longtemps, hein, c'est très, très récent, où justement, ils essayaient de trouver, en fait, quel était le solvant qui permettait de bien dissoudre l'élastane sans attaquer les autres types de fibres, c'est-à-dire le coton, la laine, le polyamide ou le PET. Et là, vous avez, en fait, c'est ce qui montre ici ce graphique-là. Ici, vous avez la solubilité des différentes fibres dans différents solvants. Alors, l'intérêt de cette publi, c'est que, au-delà des différents solvants, ils ont essayé de trouver des solvants qui sont soit biosourcés, soit pas trop toxiques. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est expliqué ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de trouver des solvants qui sont des bons solvants de l'élastane, hein, qui dissolvent très bien l'élastane, sans pour autant trop dissoudre les mélanges de fibres. Et ça, c'est intéressant. Bon, c'est qu'un premier travail académique, hein, donc derrière, il y a tout un travail à faire d'industrialisation et de développement de la techno. Mais ces solvants-là, donc notamment de la gamma-valérolactone, notamment du sirène, sont des solvants qui, vous voyez, permettent, par exemple, hein, ici, le sirène est un très bon solvant pour solubiliser l'élastane sans attaquer le PET. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des solvants, c'est ce qui est montré ici, ce sont des solvants qui permettent de ne pas trop dégrader non plus les fibres qu'on récupère. Vous voyez ici, hein, le coton, il reste dans un tiers groupé. Ici, le nylon n'est pas trop dégradé, hormis dans un cas avec la gamma-valérolactone où il perd en ténacité.
Donc, ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants pour dire on a des moyens, on a des solvants qui nous permettraient de retirer en fait l'élastane d'un certain nombre de produits. Et les résultats, ben, vous les avez ici. Hein, vous voyez ici, dissolution sélective de l'élastane. Hein, ils ont fait des essais sur des mélanges PET-élastane de t-shirts de sport. Et vous voyez, hein, que ce soit en DMF ou dans l'autre solvant, on récupère bien la fibre et on voit bien qu'on a, alors vous voyez l'élastane, il est là hein, autour, et on voit qu'on a bien supprimé en fait l'élastane de la fibre et on a récupéré un textile entier, une fibre entière. Même chose hein, pour le polyamide, où on arrive également, hein, ici un mélange polyamide élastane 88-12, où avec les deux solvants différents, on arrive à récupérer en fait et à éliminer une partie de l'élastane. Alors certains, alors on a Ashcarita dont on a déjà parlé qui souhaite développer une méthode par biodissolution des fibres élastanes. Hein. Donc là, c'est un appel à projet hein, que j'ai trouvé sur le site d'Ashcarita. Donc si des acteurs sont intéressés pour travailler sur ces méthodologies, n'hésitez pas à contacter Ashcarita. On a également des travaux académiques, je vous les ai montrés ici, qui ont été publiés. Et là, pour le coup, ils utilisent aussi de la dissolution sélective de l'élastane, ici dans le DMF, qui était le même solvant hein, que là. Mais si vous regardez le solvant, le DMF, il est diméthylformamide, il est là. Il est vraiment pas terrible, notamment, hein, vous voyez le L-score qui est vraiment pourri. Donc, c'est pas quand même pas le solvant le plus sympathique et il faut vraiment trouver d'autres solvants plus adéquats. On a aussi très récemment, en fait, Teijin Frontier qui a publié qu'ils avaient développé en fait un procédé qui permet de, sous forme de pré-traitement des fibres polyester, puisque Teijin développe le recyclage des fibres polyester, travaille en fait avec un pré-traitement en fait pour supprimer l'élastane. Par contre, aujourd'hui, on a peu d'informations. Il faudrait probablement aller voir dans le brevet pour avoir plus d'informations sur, si tant est qu'il y a un brevet de déposé, pour voir exactement comment ils font pour éliminer l'élastane avant de s'attaquer au polyester. Vous avez également un autre acteur, pour le coup, chinois, je crois, qui s'appelle Qingdao Amino Material Technology, qui développe une voie en fait de dépolymérisation du polyester par voie enzymatique. Hein, et ils indiquent que cette voie permet de récupérer, d'être sélective du polyester, donc ne s'attaque pas à l'élastane et permet même de récupérer l'élastane intact, comme vous le voyez ici. Hein. Vous avez le textile ici et puis vous avez la récupération de l'élastane. La condition pour que ça fonctionne, hein, c'est d'avoir un flux, c'est intéressant, mais il faut avoir un flux quand même qui est relativement propre, c'est-à-dire qui ne contient pas d'autres matériaux qui ne seraient pas dégradés. Sinon, à la fin, on se retrouve encore une fois avec un mélange de matériaux. Tous les matériaux qui n'auront pas été dégradés par l'enzyme pourront être récupérés. Donc, ce genre de techno-là, par voie enzymatique, ça peut être intéressant, puisque l'enzyme est souvent sélective d'un type de liaison. Hein, et donc, d'autres acteurs qui font de la dépolymérisation enzymatique ou de la dépolymérisation, on va dire, douce, notamment par solvolyse, pourraient peut-être prétendre également à cette sélectivité, mais la condition, ça reste quand même que que le flux en fait de PET qui est dégradé ne contienne pas trop d'autres impuretés que de l'élastane, qui n'est pas trop de coton, pas trop de
de nylon. Sinon, très vite, on retrouve un élastane, mais qui malheureusement est contaminé par du polyamide ou du coton. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui sont en conditions douces, qui peuvent faire ce genre de technologie. Alors, dans le cas, si on a des mélanges un peu plus complexes, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça devient très, très compliqué. Si on n'a pas réussi à les séparer, si on a des mélanges ternaires, voire quaternaires, très vite, ça peut être compliqué. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle on va aller plutôt vers la thermochimie. Ce sont des voies de valorisation de type pyrolyse, gazéification, torréfaction. Donc là, on va plutôt être à la limite de la valorisation énergétique, puisque l'objectif, c'est de produire soit des matières premières chimiques, soit de produire des combustibles. Alors, on peut aller soit vers la torréfaction pour faire ce qu'on appelle des substituts de charbon, des biochars, qui peuvent être utilisés pour plein de choses. On peut l'utiliser pour faire de la filtration d'eau, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. On peut faire de la pyrolyse, c'est-à-dire chauffer en absence d'oxygène, je vous en avais parlé la dernière fois, et là, on va produire une huile de pyrolyse d'un côté, du charbon de l'autre. Pyrolyse, le risque, c'est que en fait, c'est très bien pour les molécules, les fibres qui sont très riches en carbone, c'est-à-dire plutôt les polyéthylènes, polypropylènes. Donc là, en fait, dans cette techno-là, on risque certainement de faire beaucoup de chars et finalement peu d'huile. Donc, son intérêt est peut-être un peu plus discutable. Là, je pense que ce qui est le plus intéressant pour vraiment ces textiles très mélangés avec plein de choses, c'est certainement la gazéification. C'est-à-dire, en fait, on va chauffer à haute température pour produire un mélange de CO et d'hydrogène qui permet, en fait, derrière, de faire plein de choses. On peut faire l'hydrogène, c'est une molécule très, très importante qui peut permettre de faire des produits chimiques type méthanol, type éthanol, type ammoniac, donc qui sont des molécules très, très importantes industriellement. C'est aussi un vecteur énergétique, puisqu'on peut faire, avec ça, on peut faire de l'électricité. Voilà, on peut faire énormément de choses avec ça. Et donc, c'est probablement la voie quand vraiment les textiles sont trop mélangés et ou pour les déchets textiles, donc qu'on aura trié, on aura récupéré tout ce qu'on peut faire précédemment, et puis il nous reste souvent des refus de tri, ce qu'on va appeler des refus de tri, des produits très mélangés. Là, pour le coup, ça peut être la voie en fait intéressante derrière pour valoriser le résidu, mais là, on sera plus proche de la valorisation énergétique et moins de la valorisation matière. Alors, on arrive à la fin, bilan et perspective de tout ça. On voit que là, pour le coup, la recherche, elle travaille beaucoup sur les textiles. On voit qu'il y a énormément de travaux qui arrivent sur ces textiles. Aujourd'hui, un peu toutes les fibres sont travaillées. La question, c'est toujours d'avoir un gisement, donc essentiellement un collecte, deux tri. Il y a toujours beaucoup de chemin à parcourir. Pourquoi? Parce que par rapport au plastique, la fibre textile, c'est un système beaucoup plus complexe. Les compositions sont très variables, les fils sont enchevêtrés, donc le tri peut être complexe. On a aussi beaucoup d'additifs, de colorants, d'apprêts, beaucoup plus que dans les plastiques. Donc ça peut poser des problèmes, des problèmes de contamination, de solubilisation, d'inhibition des réactions chimiques ou enzymatiques. Et comme je vous l'ai dit également, le fait que les technologies sont encore pas matures. On arrive à maturité sur le coton et sur le polyester, sur quelques technos, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à industrialiser tout ça. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, fibre textile, c'est essentiellement polyester, fibre cellulosique. On a quelques cas, on l'a vu sur le polyamide notamment. On peut réussir à conserver les fibres intactes, à les dissoudre, à les séparer. Des fois, on les perd. Aujourd'hui, la cible idéale, c'est les gisements très concentrés. Et ça peut être une règle d'éco-conception, notamment de dire, nous, il faut qu'on arrive à avoir des textiles soit à haute teneur en coton, soit à haute teneur en polyester, mais les mélanges, tout de suite, ça complique. Et donc, ça a un coût
économique, ça a un coût environnemental en matière de recyclage. Donc, si on peut l'éviter, autant que faire se peut, on peut l'éviter. Et ça, c'est pourquoi, pour des raisons techniques, des raisons économiques et des raisons environnementales. Et voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère avoir été suffisamment clair dans ce laps de temps très court. Merci beaucoup Arnaud du coup pour cette présentation. Avant de passer au temps d'échange, un petit rappel, voilà, que la première partie du webinaire, parce qu'il y a quelques questions à ce sujet-là, est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un mail avec les deux replays lorsque celui d'aujourd'hui sera monté. Voilà, avec les différentes informations. On va passer au temps du coup de questions et toutes les questions dont on n'aura pas le temps de donner des réponses aujourd'hui, on fera pareil un document avec à l'écrit où on fera des réponses et on vous enverra celui de cette semaine et celui du dernier webinaire en même temps avec les deux replays. Comme ça, vous pourrez trouver toutes les réponses. Alors, on a dans un premier temps une première question qui était, est-ce que le glucose qui est produit lors des différents procédés de recyclage chimique, du coup, peut être utilisé à des fins alimentaires? Ça dépendra de la purification qu'on en fait. Maintenant, c'est peut-être pas la voie la plus intéressante, hein. On peut faire tellement d'autres choses avec que si on veut éviter et limiter les risques et se mettre de la purification encore plus coûteuse, des vérifications encore plus coûteuses, pour moi, c'est pas la voie la plus intéressante. Je dirais plutôt improbable. D'accord. Ensuite, une deuxième question qui est, est-ce que du coup, simplifier les mélanges et les compositions dans les différents produits de la filière textile est une voie d'éco-conception en vue de la recyclabilité, pardon, des textiles derrière? Très clairement. Très clairement, pour le coup, simplifier permet d'avoir des hautes teneurs, donc d'avoir des procédés qui soient, on va dire, plus alignés, plus efficaces. Ça facilite le tri, ça facilite beaucoup de choses. Voire même, ça permet partiellement de faire du recyclage mécanique qui lui-même est plutôt moins impact, enfin, et globalement moins impactant que le recyclage chimique. Par la suite, il y a une question au niveau de l'élastane. Dans beaucoup de procédés, en fait, il y a une élimination de l'élastane pour récupérer les autres fibres. Du coup, est-ce que l'élastane est quasiment systématiquement considéré comme un déchet dans ces procédés? En fait, parce alors, oui, on peut séparer l'élastane. On peut le récupérer potentiellement. Maintenant, en fonction de ce qu'il a subi, est-ce qu'il reste totalement intact? S'il a été dans des solvants, il faut le sécher, le nettoyer. C'est pas toujours évident. Et puis, je vous ai dit, il faut que, si on a un mélange pur polyester-élastane, ça va bien. Le problème, c'est que là, je vous rappelle, on est dans le déchet. Donc, la maîtrise du gisement est plus difficile. On a des technologies de tri, mais les technologies de tri sont jamais parfaites. Donc, le risque, c'est est-ce que votre élastane, il ne va pas être pollué par 5% de coton, par 5% de polyamide? Et quel est l'impact sur l'élastane derrière? Sur la qualité de l'élastane que vous allez reproduire pour de la fibre élastane que vous allez produire. Voilà, ça, c'est les questions qui sont sous-jacentes. Et si aujourd'hui, moi, je recycle du polyester, je récupère un peu d'élastane, mais que je n'ai pas de client pour mon élastane, je fais quoi? Il faut qu'il y ait un marché derrière. Et c'est ça aussi la difficulté. Ensuite, on a une question sur est-ce que la multitude des colorants, des apprêts, des différents additifs qui sont présents dans les fibres peuvent avoir un impact négatif sur les différentes dissolutions? Des fois, ça peut retarder la dissolution. Des fois, ça peut contaminer le produit parce que ça se dissout avec le produit. Alors, les apprêts, les choses comme ça sont généralement en surface. Maintenant, si ça se mélange avec la fibre dissoute et puis qu'après, quand vous précipitez, ça précipite avec le polymère, ça peut venir, entre guillemets, contaminer votre polymère, donc dégrader un peu les propriétés. Donc, ça peut avoir un impact, mais c'est un peu, pour l'instant, on marche un peu à vue là-dessus parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ces sujets-là. On en est encore loin, on est déjà pas très bon sur le plastique, alors imaginez sur le textile sur lequel on n'a pas encore beaucoup de vision là-dessus.
Merci. Ensuite, une question sur est-ce que les membranes en polyuréthane sont des typologies de produits qui sont recyclables? C'est une bonne question pour l'instant, hein. Alors, le problème des polyuréthanes, hein, c'est que c'est des matériaux qui sont enfin, en fait, on parle de polyuréthane, mais ce sont une famille de matériaux où il y a une diversité en fait chimique là-dedans, euh, assez terrible, hein, parce qu'avec un polyuréthane, vous faites un matelas, vous faites un isolant, vous faites une membrane, vous faites de l'élastane. Donc, vous voyez, il y a une grosse diversité. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, euh, il faudrait regarder d'un peu plus près et puis tester ça chimiquement, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces membranes et comment est-ce qu'on arrive à les travailler. Aujourd'hui, en l'état, pour l'instant, ces membranes-là, à ma connaissance, sont pas recyclables. Et dans la suite de la question, est-ce que si passer sur des membranes polyester, ce serait plus facilement recyclable ou est-ce Ah que c'est bah, plus très avancé dessus? probablement. Très probablement. Si c'est du polyester type PET. Ensuite, est-ce qu'il y a des données sur le recyclage du PA11? À ma connaissance, non. Euh, Toujours pareil, hein. En fait, le PA11 va globalement se comporter un peu comme le PA6 ou le PA6.6. Le gros problème de ça, c'est il faut l'isoler. C'est pas le flux le plus présent, on va dire, dans les textiles, hein, puisque c'est d'abord les polyamides 6 et les polyamides 6,6. Et même là-dedans, même ces deux-là représentent une très très faible fraction. Antoine ou Léa pourront revenir là-dessus sur le taux, hein, des nylons dans le grand ensemble des textiles, mais c'est relativement faible. Alors PA11, vous imaginez, c'est encore plus faible. Donc c'est probablement le même genre de techno. Maintenant, si vous voulez recycler du PA11, bah, il faut l'avoir à peu près propre et à peu près séparé. Donc il faut le détecter, un, qui n'est pas évident, et deux, le traiter. Ensuite, on a est-ce que les process de recyclage de l'élastane sont-ils applicables au recyclage des mousses PU? Alors, les mousses PU aujourd'hui, il y a déjà, ça existe déjà, hein. Il y a déjà les mousses polyuréthane typiquement issues de matelas sont recyclées chimiquement par glycolyse. Sont recyclés chimiquement par glycolyse, hein. C'est un projet qui a été porté par Ecomaison, développé par Dow, Orion Chemical en fait, ils font de la glycolyse là-dessus. Après, une question sur les coûts. Donc, qu'en est-il du coût du recyclage chimique pour les textiles? Et est-ce que du coup, c'est un recyclage qui est plus cher que le recyclage mécanique à aujourd'hui? Alors, le recyclage chimique aujourd'hui, de toute façon, globalement, je vous l'ai dit, le recyclage chimique est de toute façon plus coûteux que le recyclage mécanique, de manière générale. Plus coûteux, plus impactant pour l'environnement. Euh, Maintenant, les textiles sont un gisement qui est probablement plus compliqué à traiter aujourd'hui que le traitement équivalent plastique par le PET polyester. Donc aujourd'hui, en fait, donner des coûts, en fait, dans la mesure où euh, on n'a pas encore réellement d'usines. Elles vont arriver, hein, les usines, elles arrivent pour le polyester, par exemple, hein, le PET, elles arrivent 2025, 2026, 2027. Voilà. Donc, on va avoir une série d'usines qui vont arriver. Maintenant, donner des coûts de ces technos-là et les prix de vente de ces. Et puis, des gisements qui vont traiter, c'est encore un peu précoce. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la concentration ira d'abord sur l'emballage, mais pour eux, le textile sera certainement un relais de croissance et un gisement à voir. Mais il faut avoir, encore une fois, je le redis, il faut avoir les gisements triés comme il faut. Ensuite, une autre question qui est sur les analyses de cycle de vie. Donc, est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, il y a des analyses de cycle de vie pour comparer les différentes méthodes de recyclage chimique? Dans la littérature, vous avez un certain nombre d'analyses en cycle de vie de ces procédés. Comme c'est plutôt à l'état de pilote aujourd'hui, il y a une certaine
il y a probablement un manque de fiabilité de ces ACV. Alors, il y a quelques acteurs qui ont publié leurs ACV, mais la plupart du temps, elles sont assez confidentielles. Si vous êtes intéressé par notamment la solvolyse du polyester, vous avez une étude du JRC qui s'est intéressée un petit peu aux impacts environnementaux, aux ACV, des technologies de recyclage chimique pour les plastiques. Mais encore une fois, ce sont des données assez parcellaires. Tous les acteurs n'ont pas donné leurs données et n'ont pas tout expliqué. Donc, voilà. Aujourd'hui, les ACV, c'est les acteurs qui les font. Ils prennent leurs hypothèses, elles sont souvent délicates à comparer et elles sont souvent parcellaires parce qu'il y a beaucoup de données confidentielles dans ces trucs-là. Ensuite, on a une question sur les autres fibres naturelles, donc le lin, la soie. Est-ce que les technologies de recyclage chimique, du coup, qui sont appliquées au coton pourraient aussi s'appliquer sur ces autres matières? Le lin, c'est de la fibre, c'est de la cellulose, donc très probablement que le lin pourrait rentrer là-dedans, en partie. Alors, c'est très faible en gisement, le lin, c'est très très faible en gisement. Pareil, comme la soie. La soie, pour le coup, c'est pas une fibre cellulosique, c'est une fibre protéique. Et donc, il y a aujourd'hui, de souvenirs, il n'y a pas forcément de techno là-dessus. En tout cas, je ne m'y suis pas intéressé, étant donné la faiblesse du gisement. Il y a peut-être des choses, mais c'est pas. C'est un peu comme la laine aujourd'hui. La laine, c'est recyclé mécaniquement. Ensuite, comme question, alors peut-être que tu auras la réponse, mais euh, comment tu pourrais expliquer que le coton post-consommateur ne soit pas plus utilisé pour produire des fibres artificielles, puisque dans ce que tu as présenté, pour l'instant, il semble qu'il y ait seulement Lenzing qui est sur ce sujet-là. Non, ils en prennent tous, mais pour l'instant, ils sont en état de développement. Donc, je pense, j'ai pas la réponse. J'aurais tendance à dire que c'est tellement plus facile de traiter des produits vierges, de la cellulose de bois, de la cellulose même de coton naturel, que quand vous devez prendre des mélanges de déchets textiles qui sont pleins d'après, qui sont pleins de choses qui ont vieilli, c'est des procédés qui sont plus difficiles à maîtriser. Et donc, forcément, c'est plus coûteux et c'est plus contraignant techniquement. Alors, on va prendre une dernière question qui est, du coup, est-ce que les accessoires en plastique pourraient également être recyclés par ces voies, et notamment, par exemple, les pressions en plastique? Ça dépend de la matière. Ça dépend de la matière. Dans certains cas, par exemple, si vous avez des pressions en plastique qui sont en polyester, elles peuvent très bien être recyclées avec le polyester. Maintenant, ça dépend de la matière de la pression ou de l'accessoire. La réponse, c'est par exemple, vous voulez mettre des sequins en plastique sur un haut, essayez d'avoir le sequin dans la même matière que le système. Et comme ça, vous pourrez mettre tout ça dans le même système. Merci beaucoup, du coup, Arnaud, pour ces réponses. Je vais rapidement répondre à une autre question qui était sur les technologies de tri. Donc, pour ça, je vais vous renvoyer à l'étude que l'on a publiée en avril sur l'état de l'art des différentes technologies de tri automatisé. Donc, on vous renverra le lien si vous le souhaitez, qui présente du coup où on en est sur les différentes technologies de tri et voilà pourquoi, comment aujourd'hui, quels sont les enjeux à ce niveau-là. Merci beaucoup du coup à tous d'avoir été présents. Merci Arnaud pour cette présentation et ces présentations. Comme je vous l'indiquais, on va vous communiquer le replay dès qu'il sera monté avec les deux replays durant un mail, mais vous pouvez déjà retrouver sur notre chaîne YouTube le replay de la première session si vous ne l'avez pas vu ou si vous souhaitez le revoir. Les différentes questions que l'on n'a pas eu le temps de traiter ou que l'on n'a pas vues, on va les récupérer, on va faire un document écrit où on va y répondre et on vous le communiquera avec celui du premier webinaire également. Donc, vous pouvez retrouver les différentes réponses aux différentes questions. Voilà, pour si vous n'avez pas tout très bien compris, le voir expliqué d'une autre manière. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre présence du coup, et à bientôt pour un prochain webinaire sur de nouvelles thématiques.